Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, merci d'être là, vous êtes magnifiques, merci à toutes et à tous de nous accompagner en direct sur Twitch. Bonjour à celles et à ceux qui nous regardent aussi sur YouTube et bonjour à celles et à ceux qui nous écoutent en podcast. On est très heureux de vous retrouver chaque jeudi, les amis, pour parler de politique. Et je ne vais pas parler tout seul puisque je suis entouré de chroniqueurs et chroniqueuses extraordinaires, parmi lesquels Safia, salut. Salut tout le monde. Très content, Safia, que tu sois avec nous. Safia, on te retrouve cette fois-ci en chroniqueuse. Ouais. Tu étais venue en tant qu'invitée nous parler de ton départ d'SOS Racisme. Tu es étudiante en sociologie, tu es militante à la riposte antiraciste. Qu'est-ce que c'est la riposte antiraciste ? Oui, la riposte antiraciste, c'est un collectif que j'ai créé avec plein de camarades qui sont notamment partis de SOS Racisme. On l'a créé vendredi, c'est tout nouveau. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est un collectif antiraciste, anti-impérialiste. On va notamment se construire dans les facs et dans les lycées. Et évidemment, pour construire un lien entre la jeunesse et les travailleurs qui veulent construire une nouvelle société et notamment antiraciste. Et bah c'est super comme projet, ça dit donc, et ça vient de naître. Et bah écoute, c'est très émouvant d'assister à une naissance. On est aussi avec Malek. Salut mon vieux. Salut Jean. Tu vas bien? Tout le monde. Ah merci. Malek, auteur du podcast Autour de moi. Est-ce que tout roule pour toi? Tout roule, ouais, tout roule parfaitement. Et toi, ça va? Bah écoute, cool. Ça va, un petit peu fatigué parce qu'on a fait la teuf mardi soir. On va en parler. On est aussi avec Sacha. Salut Sacha. Salut Jean. Incroyable. Ça fait plaisir quand le public vous applaudit quand même, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Non, c'est sympa, c'est très sympa Sacha, tu es journaliste sport sur France TV. Oui, je le disais, mardi on a fait la teuf puisque mardi c'était le 26 mars, le jour où on a diffusé en avant-première le documentaire Backseat le film qui a été diffusé dans une salle de 600 places quand même, qui était blindée, qui était pleine de monde, c'était absolument super comme événement et ensuite on est allé faire la teuf dans un bar avec les abonnés et c'était extrêmement cool, enfin avec les personnes qui étaient présentes et c'était extrêmement cool. Vous étiez tous les trois dans le documentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé du doc? Moi j'ai kiffé, hein. Moi ça m'a ému personnellement. Toi ça t'a ému Safia? Ouais, alors j'étais avec une camarade justement de la riposte antiraciste et en fait les premières images de la manif pour la réforme des retraites, en fait on a lâché des larmes. parce qu'en fait c'est une année qui en tant que jeune, je sais pas vous, mais nous a tellement à la fois brusqué et fait grandir. Et puis après, moi ça a été très compliqué et très émotionnel de revenir sur l'épisode du départ de SOS Racisme. Et puis la fin est trop belle. Enfin, quand tu parles du fait de dégommer l'extrême droite, quand Usul parle du fait de renverser ce gouvernement, on ne veut pas spoiler, d'accord? Faut que vous regardiez du coup le documentaire, mais moi ça a été très émotionnel du coup. Et moi j'avoue que j'avais un peu de stress avant de voir ce doc. Ah ouais, t'étais stressé? Bah en fait on y a participé, on est impliqué, on part. Je suis allé dans une salle de Cinoche où la dernière fois que je me suis porté dans cette salle, j'ai vu Batman. Moi c'était Dune, mais ok. Exactement. Donc là je me retrouve à voir Jean Massier. C'est voilà, et en vrai non, j'ai kiffé. Et par contre, j'ai vu que j'avais été hyper sincère à la fin. Je ne spoil rien, vous verrez le documentaire. À la fin, il y a un élan de sincérité où en vrai, je me suis lâché pendant l'interview. Et surtout, il y a aussi un moment où il y a eu une petite prémonition ici sur le plateau de Backseat et que j'avais complètement oublié. Tu te souviens pas de ce truc-là où on avait dit tous les deux, t'imagines si la loi immigration elle était votée par le RN? J'avais vraiment lâché ça en mode c'est marrant. Arrêtez de spoiler. Non, j'arrête de spoiler, pardon. J'arrête de spoiler, le documentaire, vous pouvez déjà le voir, je vous rappelle. Vous avez reçu un mail si vous faites partie des donateurs qui soutiennent l'émission Backseat à hauteur de 10 € minimum par mois. Si vous ne le faites pas encore, c'est l'occasion. Allez-y, lâchez votre don mensuel pour permettre à cette émission de continuer à être produite. Votre argent sert à payer les salaires de toutes les équipes qui rendent possible Backseat. Donc, et en échange de quoi? Il y a des contreparties. Quand vous êtes donateur et que vous soutenez Backseat, vous avez des contreparties. Et l'une de ces contreparties, c'est que vous avez accès en avant-première à ce type d'événements, comme par exemple un documentaire d'1h30. Rien que ça. Donc voilà quoi. J'ai quand même une petite question à vous poser sur la vraie actu de la semaine. Et j'ai vraiment besoin que vous preniez position sur la vraie actu de la semaine. C'est quoi la vraie actu de la semaine? Vous êtes team Inès Reg ou Natacha Saint-Pierre? Oh waouh! J'ai pas suivi. Alors, moi, j'ai choisi je me suis coltiné les documents de travail du ministère du Travail cet après-midi. T'es pas coltiné les 3/4 de story d'Inès Reg? Non, moi j'ai ma team. Moi je suis team Inès Reg. Pour une chose. Pourquoi? Je rejoins ça. Moi, ce qui m'a fait trancher, c'est le traitement médiatique de l'affaire. Mais en fait, c'est fou. Genre, t'es une femme rebeu dans la société, t'es une hystérique, t'es une folle, t'es une banlieusarde. Forcément, t'as fait des menaces de mort. Et en fait, on entend ce que Inès Reg raconte. Et là, en fait, on est à 3000 lieues du traitement médiatique. Alors après, je me
prononce pas sur les responsabilités de chacun et chacune, mais clairement, j'envoie du soutien à Inès Reg. Ok. Non mais vraiment, je lance une bouteille à la mer, moi je n'ai aucune... Non, parce que je dis ça, il y a des gens dans le chat qui sont comme moi, qui sont en mode contexte. Enfin, expliquez-moi, what the fuck. Petit contexte rapidement. Vas-y, rapide. Danse avec les stars. Ouais. Émission de divertissement animée par Camille Combal sur TF1. D'accord. 2 candidates, Inès Reg, l'humoriste, Natacha Saint-Pierre, que l'on connaît de Tu trouveras. Voilà. Ok, je l'ai. Ok. Ouais, vas-y, continue. Donc, il y avait des petits papiers dans la presse qui étaient en train de sortir, avec des journalistes médias qui étaient en train de dire Inès Reg est une harceleuse, c'est une méchante, elle est homophobe, elle ne veut pas se poser avec Keyona, qu'on a vu dans... Ah oui, tu pousses le détail. Tu pousses le détail. Dans Drag Race. Voilà. Ça m'est revenu. Et apparemment, elle fout une ambiance de merde, etc., etc. Finalement, on a appris que la première qui avait insulté et qui avait dit petite salope, je mets des guillemets, ce n'est pas Inès Reg, mais c'est Natacha Saint-Pierre. S'en est suivi une explication donc de Inès Reg de 58 minutes sur sa story Instagram, une réponse de Natacha Saint-Pierre juste après. Et des chroniques de 5 minutes sur BFM TV, et c'est ça qui est fou. Et j'avoue que même moi, j'ai fait mon long tweet en rejoignant un petit peu Safia parce que oui, il est vrai que quand on est une personne racisée et qu'on est dans le monde du travail, même quand on n'a rien fait, et je ne sais pas pour cette affaire, mais même quand on n'a rien fait, généralement, on va tout de suite nous mettre la casquette de l'harceleuse, la méchante, la petite racaille qui menace tout le monde. Vous voyez qu'on arrive à rattacher de la politique. Ah ouais, non, ça rattache de ouf. C'est une montagne russe d'informations, là, il va falloir que je processe tout ça. Essoufflé, mon pote. Il va falloir que je processe tout ça. J'étais en train de vous parler du documentaire Backseat en vous disant que vous pouviez déjà le voir si vous êtes donateur. Si vous n'êtes pas encore donateur, le documentaire sera en accès libre plus tard, dans plusieurs jours. Mais ça, voilà, ça ne doit pas vous empêcher de donner de l'argent à Backseat pour qu'on puisse continuer à produire cette émission. Ce que j'ai oublié de dire, Jean, on s'en fout en fait de Danse avec les stars. Le plus important, c'est Danse avec les stars d'Internet. Parce qu'on a Nicolas Cardel qui est à la réalisation. On a Nicolas Cardel qui réalise Backseat et qui réalise Danse avec les stars d'Internet, où on voit Domingo avec une élégance incroyable. Moi, je suis un full soutien de Domingo. Chers amis, ça vous dit qu'on parle de politique à un moment? Allez, c'est parti pour l'actu de la semaine. Alors, l'actualité politique cette semaine, les amis, elle est marquée par, j'adore, c'est écrit sur mon document, les chômeurs au travail. C'est un peu ça. C'est quasiment un slogan qui pourrait être lancé par le gouvernement. Annonce a été faite d'une 3e réforme de l'assurance chômage depuis 2017. Oh, wow. Un séminaire gouvernemental sur ce sujet a eu lieu hier. Un séminaire gouvernemental, c'est une réunion de travail où les membres du gouvernement concernés par le sujet vont plancher. Gabriel Attal, le Premier ministre, a été hier aux 20h de TF1 pour expliquer les pistes de réflexion. Aucune annonce précise pour le moment, mais il a lancé des pistes, par exemple la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs, c'est 18 mois et ça pourrait être ramené à 12 mois seulement, ou encore l'augmentation de la durée du travail minimum pour être indemnisé. Actuellement c'est 6 mois, ça pourrait passer à, je sais pas, 1 an, on verra bien. Attal fait des annonces sur le chômage alors que des discussions sont en cours par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont demandé un délai supplémentaire de discussion, ils l'ont obtenu de la part du gouvernement, mais Gabriel Attal ne s'empêche pas de faire des annonces. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre ? Il prépare le terrain, non? Plutôt que de faire vraiment des annonces. Il est là, moi, je préférerais que c'est une manière de tordre le bras. Soit limité à 12 mois. Ou alors, je préférerais peut-être qu'on opte plutôt pour cette solution-là. Pour moi, il est juste en train de dérouler le chemin rouge à cette réforme, cette énième réforme du chômage, mais c'est pas une annonce. Enfin, il nous prépare, en fait. D'accord, il prépare le terrain à des annonces qui arriveront dans les prochains jours. Réforme pour l'été, a priori. Hein, c'est ce qui... Excuse-moi, je t'ai... C'est ce qu'il souhaite. Il est surtout en train de nous rappeler que les pauvres vont être encore une fois attaqués, qu'il va falloir sortir dans la rue. Voilà. Alors ça, pour le coup, il y va pas de main morte. Effectivement, on est sur un ciblage des chômeurs pour les faire retourner au travail de force, au forceps, en réduisant leurs indemnités, réduisant leur durée d'indemnisation, en augmentant la durée de travail nécessaire pour être indemnisé. Ça, c'est sûr qu'on est sur une nouvelle réforme du travail, du chômage, similaire à ce qu'on a déjà connu dans les 2 précédentes. Catherine Vautrin. Tout ça. Qui est Catherine Vautrin? Alors, elle était sur France Info ce matin. Catherine Vautrin était sur France Info ce matin. Catherine Vautrin est une giga ministre du gouvernement. Elle a un énorme ministère. C'est le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités. 3 énormes sujets qui mériteraient à chacun un ministère plein. Catherine Vautrin, elle est complètement absente. Là, elle se fait marcher dessus par Bruno Le Maire, par Gabriel Attal, non? C'est la Macronie, c'est-à-dire on marche sur le Parlement, on fait des 49.3, on marche sur nos ministres, on fait des décrets. Mais je tiens quand même à nuancer ce propos parce que Catherine Vautrin, c'est quand même la personne quand elle a pris, je sais pas moi, son poste là, ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, quand elle a pris son poste, portefeuille disait, écoutez, le travail c'est la santé. Alors oui, en fait, le travail peut être vecteur de santé, de sociabilité, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, en faisant cette réforme là du chômage, avec laquelle de toute façon elle va être alignée, elle est en train de dire, allez les gueux,
aller travailler et d'essayer de faire en sorte que les gens acceptent des contrats avec des conditions de travail et des salaires qui sont désastreux. Bruno Le Maire aussi a fait des annonces de son côté. C'est un peu le bordel, ce gouvernement, où chacun fait des annonces dans son coin. Les discussions avec les partenaires sociaux ne sont pas encore terminées. Du coup, elles ont toutes les chances de capoter. Enfin, je trouve ça un peu étrange dans un gouvernement où, pour le coup, on a l'impression que d'habitude, c'est plutôt l'Élysée qui décide de tout. T'as pas l'impression que c'est un peu la panique ? On dirait un peu, il y a un peu de ça. 7,5% de chômage, alors que ça fait des mois qu'on nous répète que le chômage, qu'on va se diriger vers les 5% à marche forcée et le plein emploi. L'INSEE qui a prévu à la hausse, qui a revu à la hausse le déficit public. Oui. Je pense qu'ils se sont pris des perspectives de croissance qui sont en berne. Les agences de notation. Des petits coups dans la, les agences de notation aussi. En fait, a priori, ils se sont pris des petits coups dans la tronche auxquels ils s'attendaient pas du tout pour le coup. Enfin, moi, c'est l'impression que ça donne. Et du coup, tout le monde y va de sa petite annonce, de son petit, de sa petite proposition, et ça fait un peu cacophonie. Et on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai chef de gouvernement ni d'Emmanuel Macron présent. Mais en plus, c'était très bizarre l'interview aux 20h de TF1 hier de Gabriel Attal, puisqu'il était là pour faire des annonces, mais il disait toujours attention, je ne veux pas préempter ce que vont dire les partenaires sociaux. J'indique juste que moi, j'aimerais bien que. Mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est hyper bizarre comme manière de communiquer. C'est une manière de forcer les partenaires sociaux à atterrir sur un accord à minima. Malek, toi, ça te rappelle pas une époque un peu, là, ce qu'on est en train de dire? Si, parce que du coup, on a un chef du gouvernement, et c'est pas Gabriel Attal, c'est Nicolas Sarkozy, on le voit, puisque que ce soit sur cette petite rhétorique sur le travail, sur aller, il faut que tout le monde se mette au travail. On a cette petite idée qui a été remise sur le tapis par Bruno Le Maire, qui est cette fameuse TVA sociale. C'est dans son bouquin, apparemment, en plus. Tu nous rappelles ce que c'est que la TVA sociale? Alors, TVA sociale, vieille idée, Nicolas Sarkozy, Éric Ciotti, Bruno Le Maire, en réalité, tout le monde l'a reprise. Elle consiste en gros à réduire l'écart entre le salaire net et le salaire brut, en réduisant donc les charges salariales et patronales, pour augmenter la TVA. La TVA que vous payez toutes et tous à la caisse. Exactement. La TVA que j'appelle l'impôt injuste. Et pourquoi surtout c'est injuste? Parce que ça va encore une fois viser les plus précaires. Les plus précaires, c'est ceux qui consomment le plus, c'est ceux qui dédient le plus leur revenus à la consommation. Là où en fait les plus aisés vont eux profiter de leurs revenus pour épargner notamment et vont être moins impactés justement par cette augmentation de la TVA. Il y a une enquête, il y a une enquête de l'INSEE qui avait été faite en 2019 justement sur une conséquence de cette TVA sociale sur 3 ans. Et a priori, c'est les ménages les plus pauvres qui en étaient les plus victimes, parce que pour eux, ça faisait une baisse du niveau de vie de 1,4%. Ouais. Contrairement aux autres ménages pour lesquels c'était plus une baisse de 0,6%. Et la TVA sociale a été adoptée sous Sarkozy. Absolument, on l'a oublié. Et dégagée par François Hollande dès le début de son mandat. Elle est montée à 22%, je crois, la TVA. Je me souviens plus ce que c'était la TVA sociale, mais en 2012, effectivement, la loi sur la TVA sociale a été adoptée, elle a été supprimée par Hollande. Au-delà de ça, on est vraiment en train de voir un mouvement, vraiment, encore une fois, je me répète, mais les ennemis, c'est les pauvres. Quand on parle du nouveau calcul de la loi SRU, donc qui va impacter les demandeurs de logements sociaux, donc les plus précaires, quand on voit aujourd'hui ce qu'on nous dit sur l'indemnisation chômage et aujourd'hui sur la TVA sociale, encore une fois, ceux qui sont ciblés, c'est les pauvres, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule et unique solution. Et elle est à la portée de tous. C'est taxer les riches, bordel. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Et à partir, je vois que des voix commencent à s'élever, comme celle de Yael Braun-Pivet quand elle nous parle de la taxation des super profits. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. J'aimerais bien. La taxation des super profits, en plus c'est ça qui est bizarre, c'est que est-ce que l'argument qui consiste à dire taxer les riches, ça les fera partir, qui est l'argument historique numéro 1 de la droite et d'Emmanuel Macron, est-ce que cet argument est encore entendable en 2024 alors que le gouvernement a déjà fait des lois sur des super profits, sur les énergéticiens d'une part et sur les labos pharmaceutiques qui s'étaient gavés avec les tests sur le Covid. Safia, il y a toute une petite rhétorique aussi qu'on entend et qui revient c'est celle du déficit. Oh waouh! Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors là, les gars, c'est la droite qui est en train de se battre pour savoir qui aura la meilleure rhétorique de la bataille contre le déficit. On entend la Macronie, les LR en train de s'étriper dessus et c'est la panique à bord. Il faut absolument qu'on ait un programme contre le déficit chaque année, essayer de le réduire. On a Bruno Le Maire qui a fait des annonces sur le fait qu'il fallait qu'on récupère 10 milliards d'euros par-ci, comme si c'était la fin du monde. Et en fait, en réalité, cette petite musique, elle est là pour dire quelque chose, c'est on va faire une réforme de l'assurance chômage,
on va faire en sorte de dire qu'il faudrait moins d'impôts parce qu'il faudrait réduire le financement public. Et en fait, c'est nous préparer mentalement, si vous voulez, au fait qu'il devrait y avoir dans la société moins de financement public et en fait nous préparer, semer l'idée dans notre tête qu'il faudrait bien une privatisation, que ce serait mieux. Et je crois que cette rhétorique du déficit, c'est ça qui a quand même de vicieux là-dedans, c'est de nous alarmer pour nous faire accepter des choses qui viennent encore et encore impacter les plus précaires. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de SES ou d'économie pendant le bac. Moi, ce que j'ai appris, c'est quand même le déficit, ça fait partie intégrante de notre économie. Depuis les années 90, l'économie néolibérale, c'est quand même des États en fait qui se vendent, vous savez, leurs dettes. Hein, les déficits, les dettes, c'est les accumulations de déficits par année. Et en fait, ils se font sur les marchés financiers des bons au trésor. Donc, en fait, tu as la Chine qui va racheter la dette de la France, etc. Et donc, en fait, vraiment, cette rhétorique alarmiste pour justifier des réformes qui viennent dézinguer, en fait, nos parents, c'est absolument dégoûtant. Et il faut qu'on s'arme un peu idéologiquement pour savoir répondre. Je crois que la note de la France en matière de paiement de la dette est quand même assez solide. La signature française est une signature de grande qualité, on le sait, c'est historique, il n'y a pas à avoir de crainte là-dessus. Malek, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite bataille entre Édouard Philippe et Bruno Le Maire là ? Oui, je pense que d'ailleurs, ils vont vouloir, eux, jouer 2027 là-dessus. On sait que tous les deux ont des ambitions présidentielles. On les voit chacun de leur côté. Alors, c'est une marotte qui dure, qui est pas nouvelle du côté d'Édouard Philippe, de parler de déficit, de réduction des dépenses publiques, parce que c'est la seule et unique manière dont il voit les choses, le seul spectre. Est-ce que ça va être, du coup, le centre du débat en 2027 face à l'immigration avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen, je ne sais pas. Quelle est la question ? Mais c'est à suivre. En tout cas, c'est à suivre parce que c'est sur ce sujet-là, en grande partie, que ça va être fait et on entend déjà... Ouais. Et qu'à mes yeux, la gauche doit avoir une réponse solide et ferme. Sur les impôts ? Sur le déficit ? Mais en réalité, c'est que l'argent, si on veut le trouver, on peut le trouver. Voilà. Mais ouais, la SNCF et Total ont juste, je dis un petit mot, on fait des bénéfices records en 2023. Des records, des millions, des millions de bénéfices. Enfin bref, juste pour caser ça là quand même, parce que c'est un délire. Bref. Sacha, tu avais une infographie que tu voulais nous montrer. Oui, c'est une infographie d'alternative économique qui, je pense, va s'afficher incessamment sous peu derrière nous. Et vous avez en fait les montants estimés de la fraude fiscale en violet très foncé par rapport à ce qui est capté, entre guillemets, par ce que l'État arrive à cramer comme fraude. Et vous voyez qu'on qu'on a de la marge, pour le coup, sur la fraude fiscale. Et c'est ce que tu disais, Malek, l'argent, a priori, on sait où le trouver. Alors que, par contre, l'État est capable de débunker la moitié des fraudes aux prestations sociales contre 10 à 20% max pour la fraude fiscale, où il y a un manque à gagner de, a priori, entre 70 et 90 milliards d'euros. Ce qui est phénoménal. Bruno Le Maire a besoin de 10 milliards d'euros pour l'année prochaine. Donc je pense que... Bah écoute, je crois qu'on les a là. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Safia, tu voulais nous parler de précarité étudiante ? Carrément, parce qu'en fait, on parle de ces réformes-là qui vont dégommer les publics les plus précaires. Et parmi les publics les plus précaires en France, on a évidemment les étudiants et les étudiantes. Cette année, ça a pas mal fait l'actualité, notamment parce qu'on a eu 2 enquêtes qui sont sorties depuis 2024. D'abord, l'enquête Linky, qui a montré qu'on avait 80% des étudiants qui sont en dessous du seuil de pauvreté. L'enquête Linky a aussi montré que l'une des solutions pour certains étudiants, c'était de faire des prêts. Sauf que c'était en fait une solution source d'une santé mentale catastrophique, parce qu'en fait, ça générait du stress. Et puis là, en fait, hier, il y a l'enquête nationale du Point Levé qui a été faite sur la précarité étudiante. Et ces 2 enquêtes-là sont très intéressantes parce qu'elles ont été faites sur une population de plus de 5000 étudiants et étudiantes. Les 2 sont totalement raccords sur le fait que au moins 80% en fait, d'entre nous sont en dessous du seuil de pauvreté. Sauf que cette enquête, elle a de nouveau qu'elle propose en fait des revendications. Et là, très intéressant, les étudiants qui ont répondu, en fait, ils se positionnent en faveur de la réquisition des logements vides, de l'indexation du SMIC sur l'inflation et aussi d'un revenu étudiant financé par les patrons. Alors les Pouyanné, Total, tout ça, on va aller les chercher en mode « Eh frérot, nous on en a marre d'être précaires, ok ?» Donc voilà. Merci beaucoup, Safia. On continuera à suivre évidemment les annonces qui vont être faites sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous pensez qu'elle peut être de nature à donner naissance à un mouvement social au moins aussi massif que celui de la retraite ? Moi, je ne pense pas.
Ah ouais, tu penses pas? Je pense que la réforme de l'assurance chômage, Alors, c'est oui. moins mobilisateur que les retraites. D'ailleurs, on lisait ce matin dans le Parisien un ministre qui disait de manière un peu de manière un peu cynique, les mouvements sociaux, quand on touche aux chômeurs, en réalité, ça mobilise pas grand monde parce que il faut vraiment avoir été confronté au chômage de longue durée pour comprendre que c'est une vraie galère. Donc t'as peut-être raison en partie. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi une grande partie de ceux qui ont mené cette lutte contre la réforme des retraites et qui ont ce sentiment d'inachevé. Il y a une motion de censure peut-être. Il y a une motion de censure qui à 9 voix n'est pas passée, je rappelle. Bon, bah, ça va peut-être mobiliser du monde cette fois-ci. Je sais pas. Les syndicats n'ont pas l'air autant sur le même. Pour l'instant, ils négocient. Pour l'instant, ils négocient, donc ils ne peuvent pas trop parler. Ça a été le cas pour la loi retraite. Pour le coup, je lisais Sophie Binet ou Marie-Lise Léon, pour le coup, qui n'avaient pas l'air spécialement d'accord pour l'instant. Donc, je pense que si on veut une mobilisation aussi forte que celle. Pour la loi retraite, il va falloir une union des syndicats. Autre question, ouais, non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'unité syndicale qui avait existé au moment de la réforme des retraites pourrait ne pas exister sur la réforme de l'assurance chômage si la CFDT, il lui venait à l'idée de signer un accord. À suivre, donc de très très près, à suivre de très très près. Un autre sujet dont on voulait parler, la question du cannabis. Est-ce que la France est en train de rater le coche de l'histoire? En France, on organise des opérations Place Net. Place Net, c'est le nom qui est donné par le gouvernement à ces grandes opérations de police, de nettoyage des points de deal dans des quartiers entiers, dans des villes entières. Il y a eu notamment à Marseille, puis dans toutes les grandes villes que ça a eu lieu. Mobilisation de 15 000 douaniers, policiers et gendarmes. Près de 500 interpellations revendiquées par le ministère de l'Intérieur. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant qu'il y a ce durcissement, cette musculature du dispositif antidrogue en France, chez nos voisins allemands, ils prennent exactement le chemin inverse. En Allemagne, légalisation promise par la coalition au pouvoir. Je rappelle que c'est le centre-gauche qui est au pouvoir en Allemagne. Ils l'avaient promis dans leur programme. C'est donc appliqué. Ça entrera en vigueur le 1er avril. Lundi. Donc lundi prochain, les adultes pourront consommer légalement. Et à partir du 1er juillet, les associations pourront cultiver légalement. L'objectif chez nos amis allemands de cette politique de dépénalisation du cannabis et de légalisation même, c'est d'endiguer le marché illicite, c'est d'avoir un contrôle qualité donc pour répondre à des politiques sanitaires, de faire plus de prévention et de renforcer la protection des jeunes. Est-ce qu'en Europe, on est en train de vivre une massification de la dépénalisation du cannabis ou de la légalisation? Je veux y croire. Ah ouais? Je veux y croire et je continue de penser que on va devoir y passer en France à un moment ou un autre. Je pense qu'il faut juste qu'on soit un petit peu plus mature dans notre réflexion pour y arriver. On a d'un côté les opérations Place Net XXL, on va en reparler juste après. XXL, t'as oublié J'ai oublié le XXL. Dans cette petite dénomination très marketing. 22 kilos de stupéfiants saisis, XXL. Wouhou 22 kilos, ça tient dans une valise. XXL. On a aussi cette petite... Moi, j'en reparle, mais... On a cette amende forfaitaire de 200 € contre les consommateurs qui a été lancée par Gérald Darmanin il y a maintenant 3-4 ans. J'aimerais bien à un moment qu'on fasse état des lieux aussi de ça et dire OK, quel est l'effet de ça? Et en face, parce que c'est pas le Far West là en Allemagne, il y a eu un process législatif, ils ont bossé. C'est super strict. C'est super strict. Il y a des clubs de consommation, il y a des périmètres où on peut consommer et d'autres où on ne peut pas consommer. On ne peut pas consommer à bord d'une école, par exemple. C'est 3 plantes de culture par personne. C'est 25 grammes seulement pour consommer. Bon, tout ça est très encadré. Okay. Et à un moment, il faut juste se poser la question. Ça fait plus de 30 ans qu'on est sur le tout répressif en France et on voit que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas au niveau de la sécurité, parce que ça nourrit une partie de la criminalité. On voit que ça ne marche pas aussi sur un but de santé publique, parce qu'aujourd'hui, ce que fument les jeunes notamment, c'est de la merde. Voilà, disons les choses. Et de l'autre côté, on a aussi cette oseille qu'on pourrait mettre dans la prévention. Purée, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, c'est juste la question que je pose. Donc, on a nos Allemands on dit toujours les Français sont plus intelligents que les Allemands. À un moment, les deux visions vont se confronter et on va voir ce qui marche sur la consommation notamment. Safia, tu voulais nous parler de ces opérations Place Net XXL. Ces opérations Place Net XXL, aujourd'hui, elles ont lieu dans plusieurs villes de France. Ça a commencé à Marseille, ça a un peu fait l'actu, donc peut-être que ça vous dit quelque chose, notamment dans les 10 quartiers nord de Marseille. Moi, je vous avoue que quand j'ai entendu parler de ça m'a tout de suite fait tiquer, parce que toute la rhétorique du nettoyage, c'est quelque chose qui a été utilisé par Sarkozy. Vous vous souvenez de la rhétorique sur le Karcher, etc. En réalité, c'est une rhétorique très violente, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on vient nettoyer ?
Qui est-ce qu'on vient nettoyer? De qui parle-t-on comme ça? Parce que même si en fait on parle de trafiquants, on parle d'êtres humains. Et toute cette logique du nettoyage est très violente et en réalité très coloniale dans le traitement des quartiers populaires. Et puis en fait, en réalité, c'est surtout une grosse opération de communication. À Marseille, ça a duré 3 semaines. Là, c'est en train de s'exporter sur Nantes. Mais la réalité, c'est que ce tout répressif dont tu parlais, Malek, c'est quand même à chaque fois demander de la surprésence policière dans un contexte où quand même il y a eu les morts face à des meurtres policiers. Il y a eu Wanis il n'y a pas longtemps, Ibrahim qui est toujours à l'hôpital, qui se sont fait tuer à Aubervilliers. Il y a toujours du contrôle aux faciès. Et la réalité, moi, c'est quelque chose que je dis toujours sur le trafic de drogue. On est face à un marché capitaliste sauvage où les gens se répartissent les parts de marché par la violence. Quand on aura passé le cap de la légalisation, de fait, cette criminalité en fait va s'affaisser parce qu'ils ne pourront plus se répartir les parts de marché comme ça. C'est QFD. Merci beaucoup, Safia. Malek, tu voulais nous parler aussi de la mise en scène de ces opérations Place-Net XXL. C'est pas que des opérations de police. Non, c'est aussi de belles opérations de communication. On a une petite vidéo de la préfecture Bourgogne-Franche-Comté qui a montré donc un bel exemple de cette opération Place-Net devant un lycée notamment, avec palpation, fouille au corps, le préfet que vous allez voir qui se met en scène, parce que attention, lui il applique ce que dit Gérald Darmanin, et il va lui regarder, il va prendre un petit couteau, vous allez le voir dans quelques instants, qu'on a trouvé dans un sac, et il va, voilà, oh là là, pas content le préfet, et il va à la recherche de tous ces petits et trafiquants et consommateurs, voilà. Bon, il y a eu des contrôles de sac, apparemment ils n'ont pas trouvé grand chose, c'est surtout ça qu'il faut dire. Regardez à la fin, visez juste, frappez fort. Pour votre sécurité, nous ne faiblirons pas. C'est des OP de com de On l'a pas entendu, mais il y a une petite musique qui fait très peur dans cette vidéo. On est dans du pur Netflix, voilà. Bovo est devenu un grand producteur Netflix de séries. Moi, surtout, ce que je veux dire, parce que on me dit, il y a souvent des préjugés en fait sur le cannabis notamment et sur toutes les drogues. Moi, je le répète. En plus, j'ai un t-shirt banlieusard et pas serpentard cette fois-ci. Je viens d'Argenteuil. La première fois qu'on m'a proposé de consommer de la drogue, c'était pas Argenteuil, mais c'était à l'Assemblée nationale quand j'étais collaborateur parlementaire. Je le dis de manière très tranquille. Donc en c'est fait, vrai que ça circule un peu là-bas. Là où en fait où on a de la surprésence policière, Safia le disait, notamment à Argenteuil. Bah là où, par exemple, la petite jeunesse dorée de Saint-Cloud, et là, encore une fois, l'idée n'est pas d'opposer les gens, mais là où la petite jeunesse dorée de Saint-Cloud, qui consomme de la cocaïne à tout va, ne se mange pas, elle, de présence policière. Là où, à l'Assemblée nationale, comme je dis très bien, en plus d'un éthylotest, ce serait bien qu'on fasse un petit test toxicologique à certains députés, ça ferait pas de mal. Tout ça réuni, bah voilà, les consommateurs, ceux qui ont surtout l'oseille pour consommer, on les laisse tranquilles, mais par contre les plus précaires et surtout les mecs de banlieue, bah on va leur mettre des flics à tout va. Moi, pour les plus jeunes qui nous écoutent, je vais faire mon vieux con, mais les images que vous avez vues là de policiers devant un lycée, moi à mon époque, les policiers ne voulaient pas aller devant les lycées. Ils laissaient la police municipale s'il y avait besoin, parce qu'ils voulaient pas. Ils disaient non, mais c'est des lycéens, c'est des gosses, on va pas rajouter du bleu, etc. On va leur foutre la paix. Je me souviens, j'étais au conseil d'administration de mon lycée, ça faisait partie des discussions qu'on avait parce qu'on faisait des blocages et tout. Les policiers ne voulaient pas. C'était des consignes qui étaient données. Non, les gosses, vous laissez de côté. Et là, on a carrément des caméras qui suivent les policiers devant les lycées, qui floutent les visages, heureusement. Mais c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment hallucinant qu'on voit ça. La bascule, elle a eu lieu en 2010. Mouvement des retraites à l'époque, Nicolas Sarkozy, où moi, je mène mon mouvement lycéen. Et je me rappelle des gars du renseignement territorial de l'époque qui me disaient... Alors, il y a un changement de doctrine. C'est-à-dire que maintenant, on envoie les gars et on les envoie aller frapper des lycéens, on les envoie envoyer du gaz lacrymo devant les lycées. Et voilà, c'est vrai qu'il me racontait... Le point culminant, c'est Mantes-la-Jolie. Quand en fait, les lycéens se retrouvent en position, les mains sur la tête, à genoux. Et ce que tu dis, Jean, est juste extrêmement vrai, parce qu'aujourd'hui, on a des gouvernants qui ont un rapport à la jeunesse extrêmement problématique, ou comme s'ils seraient en guerre contre nous. Il y a une politique anti-jeune, elle est très assumée dans la voix de Gabriel Attal dans son discours de politique générale. C'était, rappelez-vous, ce coup de menton incroyable. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On n'a jamais entendu ça dans un discours de politique générale. Même un ministre de l'Intérieur n'a jamais osé dire un truc pareil. Et là, c'était prononcé à la tribune de l'Assemblée. Et ça montrait bien l'ambiance, effectivement, vis-à-vis des jeunes. Et il faut être lucide et pragmatique sur pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça. Parce qu'il s'adresse à un électorat. Et cet électorat est un électorat riche et âgé.
et que cet électorat-là, tu leur vends bien une image sépia de la jeunesse, le retour de l'autorité à l'école, le retour de l'uniforme comme si ça avait déjà existé. Tout ce truc-là, ça parle à un électorat. Et donc les jeunes aujourd'hui sont malheureusement les victimes de cette politique-là. Et preuve qu'au-delà de la TVA sociale, encore une fois, là, il y a une grosse odeur de Nicolas Sarkozy qui, moi, en bas de chez moi, je rappelle, a dit en 2005, vous en avez assez de cette bande de racailles, et ben on va vous en débarrasser. 2005, ouais, absolument. Tu voulais dire un truc, je t'ai coupé Sacha à un moment. Mais t'as peut-être oublié. Non, oui, effectivement. Cette opération Place Nette XXL ne va en tout cas pas arranger a priori les relations entre Éric Dupond-Moretti et les magistrats. Ah bon, pourquoi ? Puisque je lisais un papier du Monde tout à l'heure qui nous racontait que les magistrats trouvaient ces opérations très chères, qu'elles mobilisaient beaucoup de monde, que c'était un peu un one-shot, quoi, que ça allait opérer de manière très ponctuelle, alors que eux demandent en fait des moyens pour pouvoir enquêter sur du très long terme, pour aller vraiment débunker les têtes de trafic. Les têtes de trafic, exactement. Donc, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une juge marseillaise qui a subi les foudres de notre garde des Sceaux la semaine dernière, après justement avoir montré ses doutes envers ces opérations. Il s'est passé quelque chose, ça va faire le lien avec le sujet suivant. Au sein du journal La Provence, le directeur de la rédaction a été mis à pied suite à une du journal qui était critique vis-à-vis de Place Nette XXL. Oui. Il y a eu une visite d'Emmanuel, j'allais dire de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron à Marseille. Donc là aussi, on est dans du marketing, puisqu'on nous a annoncé que la visite était surprise, que personne n'avait été au courant, que Benoît Payan a été averti, le maire de Marseille, 2 heures avant la visite du président de la République, pour mettre en avant, pour vendre un petit peu ces opérations Place Nette XXL. Qu'a fait la Provence 48 heures plus tard ? C'est de mettre en une que ce n'était plus ni moins qu'une opération de communication, puisque les narcotrafiquants se sont éclipsés pendant la visite du président de la République, mais ils ont tranquillement repris leur travail et leur place le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a une petite indiscrétion qui nous dit que Emmanuel Macron a appelé en personne Rodolphe Saadé, qui est le propriétaire, le patron de CMA-CGM, propriétaire de la Provence, et bientôt, si le process de vente est acté, propriétaire du groupe Altis Media, qui comprend RMC et BFM TV. Rodolphe Saadé qui a fait passer, on suppose, la consigne de mettre à pied le directeur de la rédaction de la Provence, directeur de la rédaction qui a été réintégré. Voilà, donc il n'y a pas eu de suite ni de sanction. Ah, donc finalement il a été réintégré. Il a été réintégré, mais parce que je pense que ça a commencé à faire du bruit. Enfin, le message est envoyé quand même. Le message est envoyé. Il y a surtout une grève à la Provence qui a commencé. Il y a une grève à la Tribune du Dimanche, qui est le nouveau média créé par Rodolphe Saadé après pour concurrencer le JDD, en gros, qui a aussi décidé de se mettre en grève. Et je pense que les journalistes de BFM TV commençaient à flipper un peu, et il a fallu à un moment faire redescendre la pression. Et donc, oui, puisque on ne l'a pas précisé, voilà. Mais c'est important. Ce monsieur Rodolphe Saadé est un grand milliardaire à la tête d'une entreprise de transport maritime qui s'appelle CMA-CGM, basée à Marseille. Une immense entreprise qu'il a réussi à faire fleurir et aujourd'hui, il souhaite utiliser son argent pour avoir un impact visiblement sur le débat public, puisqu'il s'est offert le journal La Provence et que très récemment, je crois que c'était il y a 15 jours, on a appris qu'il rachetait BFM TV. Et chers amis, vous savez très très bien à quoi on va passer juste avant la pause. C'est parti pour le jeu à la con. Let's go. Oh, j'ai encore peur. Alors, le jeu à la con, vous allez devoir déterminer... Alors, Oli est en train de me faire un audio au moment où je vous parle. Non. Il a commencé l'enregistrement de son audio et voilà. Bon, Il lui a envoyé un message. je vais envoyer un petit message pour lui dire tu l'embrasses de ma part. Vincent est en train de parler. Et là, je peux pas lui parler, je suis en pleine émission. Exactement. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le jeu à la con, vous allez devoir deviner quel est votre personnage. Vous avez sur votre papier les personnages des autres joueurs pour pouvoir répondre à leurs questions. Oui, pardon. Vous ne devez poser des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Et bonne chance à tous. Alors, il y a, comme d'habitude, un thème commun entre les noms. Mais là, justement, j'essaie de trouver le thème. Ouais, je l'ai pas non plus pour le coup. Vous l'avez pas ? Il est un peu perché. Hein. Ah ouais ? C'est-à-dire que la première partie de l'émission était consacrée à... Le travail. Si, le travail. Non, Ah oui, le débat public, pardon. Débat public sur... La mer. Ouais. Oui. Voilà. Ah, je viens de comprendre certaines Ok, règles. ça y est, ok. Voilà, J'ai c'est bon, toujours tu pas l'as, compris, Waouh. l'eau, tout ça. Si. T'as compris, Safia ? Mon Dieu. Non. T'inquiète, ça va pas beaucoup t'aider. Tout ce qui est lié à la mer. Moi, je compte sur la chance de la débutante. Hein. Alors, Safia, vas-y, commence si tu veux, Safia. Commence. Hein ? Et je dois faire quoi, là ? Tu dois poser des questions pour essayer de deviner. Oh. T'as un Ok. qui suis-je, tu sais ? Et on répond par oui ou par non seulement. Est-ce que je suis une femme ? Oui. Oui. Donc, tu peux continuer à poser des questions tant qu'on dit oui. Ok. Je sais pas. Est-ce que
Est-ce que j'ai plus de 50 ans? Non. 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 Ok. T'as beaucoup hésité avant de Oui, répondre. j'ai eu un doute. Est-ce que je suis une femme? Alors attends, je revérifie. Ah bah voilà, vous aussi, excuse-moi, vous avez des doutes. Non. Non, tu n'es pas une femme. Je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis au gouvernement? Non. Ok. Ça dégage. Malek. Suis-je un homme? Oui. 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 Ai-je eu des fonctions ministérielles? Non. Je crois pas. Ok. Non. Bien. Ça va, Vincent? T'as l'air frisé. Oui, je suis en train de penser au vocal de. non, je plaisante. On va l'écouter à la pause. C'est à qui? C'est à toi? C'est à moi. Bah, si tu pardon. veux, hein. Si tu veux, ça peut être à T'es toi. t'es Mais... pas obligé. Hein. Est-ce que je suis une personne suffisamment connue pour être adaptée à mes connaissances du monde politique? Oui. 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 Ouais, allez. Ouais, de fou. Est-ce que je suis un homme? Oui. Oui. On a parlé de toi il y a pas longtemps. Ah. Waouh, Safia est très gentille. Ah, mais vous avec donnez des indices Safia comme est ça. très gentil si. avec toi, mec. Alors, est-ce que je suis en poste au gouvernement? Oui. toi. Oui. Et là, je ne me souviens plus des ministres en place. Est-ce Tu te que les j'ai touches, hein? plus de 50 ans? Oui. Mhm. Est-ce que j'ai été récemment impliqué dans une polémique quelconque? Oui. Oh, oui. Ah bon? Bah oui. Ah, ça va pas m'aider. Hein. Ah oui, je pense que je vois Ouais. celle dont tu parles. Et ouais, c'est Après, pas c'est fou. pas, ça va peut-être pas t'aider. Une sombre polémique. Extrêmement sombre. Si on pense à la même. On Je pense suis à la... Bruno Le Maire? Oui. Vas-y, Safia. Une bien sombre polémique. Non, mais vous savez. J'ai très très peur de ne jamais arriver à deviner cette personne. Si tu vas deviner ça. On va c'est t'aider, on va sûr. t'aider. Est-ce que je suis une femme politique en place? Oui. Comment tu définis en place? Non, bah oui, quand oui, oui, Est-ce non. que je suis au gouvernement? Non, Non. non. Ok. Est-ce que je suis de la Macronie? Non. Comme Toi, t'arrêtes. ouais, non. Est-ce que je suis de droite? Oui. Excuse-moi. Ah oui. Oui, Ah oui, carrément. je suis carrément, droite. ouais. Pas Carrément. n'importe Je quelle suis droite. Ouais, ouais. Est-ce que je suis... J'appartiens au monde d'avant? Ça dépend. Qui parle. Ça dépend Enfin, lequel. Mon Oui. activité... Alors, j'ai Enfin, été, moi, je dirais j'ai été oui, actif mais- politiquement dans le passé? Tu l'es Bah, pas un passé si lointain que ça. pas un passé si longtemps. Encore faut-il définir passé, évidemment. C'est ça. Ok. Est-ce que j'ai plus de 50 ans? Oui. Oui. Ok. Et pas facile le tien. hein. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui. Oui, enfin après. Après, encore une fois, il y a un thème commun. Ouais, mais vous moi, avez le thème j'ai commun. toujours Vous pas avez le- qu'à Mais vous j'essaie démerder. de deviner, Par moi, contre, le j'ai pas thème compris la commun. rêve de mon Ok. film. Et je suis... non, pardon. Et je suis de Bruno Le droite, Maire. on a dit. Mère. Je suis de droite, Sacha. Oui, oui, oui. Mec, De c'est droite. Je suis de droite. Ouais, de droite. Oui, tu es de droite. De T'es bien à droite. droite. Ouais. Bien à droite. Ah ouais. Je suis de droite. Oui, Je suis de droite. Pas Je suis toi, bien toi. à droite. Oui, mais- mais non, mais oui, on s'entend. Vous avez l'air. Mais je suis bien Oui, de droite. oui, oui, de oui, droite. t'es Mais toi, droite, oui. t'es canet depuis longtemps. hein. Oh non, allez. On va pas se mentir. Ouais. Toi, t'es un pilier, t'es un éléphant. Un mammouth à ce stade. Donc je suis morte. Mort. Ouais. T'es mort. Moi, je suis vivant, Oh, oui. Ouais, toi, t'es vivant. malheureusement. Malheureusement. Oui. Ouais. Ouais, malheureusement, ouais. Safia, tu veux poser des questions? Est-ce que je fais partie de la Macronie? Non. Ok. Ça m'a piqué de dire ça. Je suis morte depuis longtemps. Ouais. Ah, vous êtes dur, hein. Est-ce Je que, sais pas d'ailleurs quand est-ce que je suis une personne de gauche? Oui. Waouh. Alors, Ok. oui, Non, oui, t'es tu es de pas gauche. mort il y a si longtemps que ça. Non, je suis Pas plus si méchant. longtemps que ça. Non, Tu es il y de a- gauche. il y a une dizaine Ok. d'années. Tu es de gauche. T'es sérieux? Ouais, mais enfin, dire politiquement, t'étais plus actif. Putain, je suis depuis bien à droite, moi. longtemps. Est-ce que Ça j'ai vous fait été mal, hein. ministre? Tu as été ministre, oui. Premier ministre? Oui. Mec, bien à droite. Ton nom de famille fait penser à la mer, Malek. Mais justement, j'essaie de trouver tous les liens avec la mer. Après, ça peut être le nom, mais ça peut être le prénom. C'est des jeux de Oui. mots. Oui. Ça peut être le prénom. Hmm. Ça peut se manger aussi. Je m'appelle pas Marin. Oui, frère. donc ça peut être Attends. un poisson. Quelle est ta question? Alors, Quelle est ta question, Sacha? Sois Oh, précise. Sacha, t'es censé deviner ton personnage. Non, mais
est-ce que... Bah, non, mais... Qu'est-ce que tu fais, Sacha? Alors, excusez-moi, mais le bar est un poisson. Oui. Oui. Est-ce que du coup, je suis Raymond Bar? Oui. Bravo, Sacha. Et du coup, est-ce que Vous moi je êtes suis ignoble. Jean-Frédéric? Oui, tu es Jean-Frédéric Poisson. Safia, il reste plus que toi, c'est dans le prénom. C'est dans le prénom. Ouais, c'est dans le C'est dans le prénom. prénom? C'est dans le prénom, un rapport avec l'eau, tout ça. Tu es très actuel. Je suis à gauche. Je suis une femme. Hello, la gauche. Femme de gauche. Oh, vous me faites paniquer là. Je Non, suis en train ça va d'avoir de le la faire. tachycardie. Mais non, mais je pense que je manque de. Non, je te Non, jure. non, 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 tu es à ta non. place, tu es chroniqueuse de Backseat, tu as tout ce qu'il Oh, faut. waouh, t'inquiète pas. On a tous Waouh, confiance waouh. en toi, Safia. Moi, j'ai eu De Gaulle et Le Maire. Je manque de culture politique. Safia, tu es. Est-ce que je fais partie de la France Insoumise? Non. Non. Est-ce que je fais partie des écolos? Oui. Oui. Sandrine Rousseau? Non. Non, Quoi? t'as un L'eau lien avec la mer. Dans Ah. ton prénom. Rousseau, il y a l'eau, pardon. Ah oui, dans mon prénom. Ah, Rousseau, ça aurait pu, t'as raison. Ah ouais, ouais, ouais. Rousseau. Ah, Ah oui, oh waouh. Allez, Safia. Ouais, Le tu peux prénom. le faire. Prénom? Une meuf? La mère. Une femme. On t'embrouille. Je devrais animer un jeu. Hein, d'ailleurs. Une femme. Une jeune femme. Je suis. Une jeune femme. Tu De diriges. gauche. Ah oui, la gauche. Écolo. Écolo, une jeune femme. Jeune? Pourquoi je dis tous les Pas politiques si jeunes, là jeune que ça, mais c'est très méchant ce que je suis en train de dire. Waouh. 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 Non, mais c'est. Ah, cette personne n'est pas députée? Elle n'est pas députée. Elle a été candidate. D'ailleurs, je suis parti faire une petite presta quand je bossais pour des politiques durant sa campagne. Voilà. Ah ouais, t'as bossé pour elle Ça va, Elle est ça très va l'aider de antiraciste. ouf, ouais. Elle est aussi Ah, elle est connue pour son connivante. combat antiraciste. Connivence. Non, mais attendez, là, c'est la honte de fou. Allez, Sacha. petit Non, indice. non, c'est Je l'aurais jamais le fait. stress Petit de la indice. première. Elle a été Mais c'est candidate. Lorraine? Non, Mais non. elle a été candidate face à une femme qui avait le même prénom qu'elle. Non, mais là, les gars, ils J'ai- C'est dur. ça. C'est très dur. ouais, désolée, c'est très hein. dur. J'ai Ouais, chanté c'est un dur. karaoké avec elle, ça a pas du tout aidé. Non, mais vous savez qu'en fait, plus le temps passe, plus je stresse, plus j'oublie. Bah Non, mais oui. t'inquiète. Safia, tu connais qui chez les écolos? Je sais pas, moi. C'est qui la patronne du parti C'est qui la patronne du parti Ah, mais merde. Ah Marine Tondelier. Bravo Non, c'est très stressant comme jeu. C'est très, Mais très les stressant comme jeu. Vous me parlez de l'eau, fallait me dire Marine. Moi, je pense à Marine Le Pen. Moi, je suis dans la bataille. Je suis pas dans le poisson, quoi. Justement, elle était face à Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Elle est connue pour ça. Ah, mais oui, bravo. Bref, le Raymond Barre était magnifique. Chers amis, on va marquer une petite pause. Après la pause, on se retrouve avec la vie d'Adèle et on se retrouve surtout avec l'invité politique cette semaine. Cette semaine, il est exceptionnel. C'est le président de la commission des lois, Sacha Houlier. On a beaucoup de questions à lui poser. Rendez-vous après la pause. À tout à l'heure.